Bonjour à tous, c'est Pierre Lécolo. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui peut faire débat, en fait qui devrait plus même faire débat entre les particuliers et leurs municipalités ou même des services d'État ou même pourquoi pas au niveau de l'État, au niveau national. En fait, c'est ce sujet de la récupération de l'eau de pluie. Quel impact peut-elle avoir en fait sur une meilleure gestion des crues et des inondations? C'est vrai que on connaît de plus en plus, malheureusement, avec les perturbations climatiques actuelles, réchauffement ou pas réchauffement, bon, peu importe, mais les perturbations climatiques, elles, sont bel et bien là. Les événements climatologiques se perturbent un peu dans le sens où on va avoir de plus en plus de périodes de sécheresse et aussi de plus en plus d'épisodes pluvieux de plus en plus violents. Je suis dans l'Aude, moi ici, on vient de connaître ces derniers mois un gros mauvais épisode là d'inondation assez sévère. Et voilà, ça risque de se répéter. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu entamer ce débat de ce sujet de l'impact en fait que peut avoir la récupération d'eau de pluie, même domestique, sur la gestion des crues. Donc, on peut constater sur plusieurs collectivités, sur plusieurs régions, là où on a des zones à risque, qu'on appelle ça, sur des zonages de territoires à risque. Donc sur tout nouveau permis de construire, en fait, de plus en plus de collectivités maintenant, dans ce cadre-là, imposent aux particuliers d'avoir une cuve de rétention d'eau pluviale. Donc c'est ce qu'on appelle la rétention à la source. Mais c'est pas vraiment quelque chose qui peut se critiquer ou mal se juger, mais on verra sur la conclusion, sur la fin, ce que j'en pense. Mais c'est vrai que si ça pouvait être un peu mieux conçu, un peu mieux informé et valorisé, cette combinaison en fait entre la récupération d'eau de pluie et la rétention pourrait avoir une incidence plus significative en fait sur cette gestion de crues et des inondations qui pourrait permettre justement aux pouvoirs publics, aux collectivités locales de mieux gérer cela dans de meilleures conditions. Donc cette gestion des eaux pluviales à la parcelle, en fait au niveau des particuliers, on peut considérer quatre types d'actions qui sont à notre portée, je veux dire, qui sont tout à fait réalisables. On a donc en premier la rétention, en second la rétention et la récupération combinée, ça n'est pas du tout opposable, et la récupération simple, donc en stockage, ce que vous connaissez le mieux pour vos usages privés. Et le complément aussi à tout cela peut être l'infiltration directe pour favoriser justement cette infiltration directe dans le sous-sol pour recharger aussi les nappes phréatiques. J'ai parlé justement dans une autre vidéo de ce sujet de l'éventuelle nuisance de la récupération d'eau de pluie sur les nappes, sur la recharge des nappes phréatiques, mais en fait on se rend compte que c'est tout à fait faux, c'est une fausse croyance. Mais voilà, l'infiltration directe, justement, devrait être aussi favorisée pour améliorer cette recharge des nappes phréatiques. Il y a des possibilités là qui peuvent être développées beaucoup plus qu'elles ne le sont maintenant. Et c'est vrai qu'en plus des épisodes climatiques extérieurs, on a de plus en plus de problèmes maintenant de ressources, de problèmes quantitatifs en tout cas sur les ressources du sous-sol. Au niveau de nos nappes qui posent de plus en plus aussi de problèmes. Donc, détaillons un petit peu cela. La rétention, donc en fait, ce sont des réservoirs, des dispositifs qui recueillent en fait le flux des précipitations au moment où ces précipitations tombent. Et ça sert en fait tout simplement de réservoir tampon. Donc au moment où ça tombe, ça permet de stocker temporairement ce flux d'eau et de le relâcher par ce qu'on appelle un débit régulé et ça va repartir soit sur le milieu hydraulique superficiel, soit en sous-sol. Mais si cette réserve en fait est calculée pour son dimensionnement de manière assez particulière, gardons bien à l'esprit en fait que la rétention n'est pas du tout du stockage. Donc c'est un réservoir en fait qui se vide systématiquement en douceur, mais on ne conserve rien en fait de ce que ce réservoir tampon va pouvoir absorber.
Donc voici un exemple d'une marque bien connue de réservoir. Et là vous voyez, vous avez donc cette entrée, cette arrivée directe sur la rehausse de la cuve. Et vous n'avez qu'un tuyau en sortie basse, donc qui va être la fuite, comme on appelle ça. Et le débit de fuite va être régulé par un restricteur. Et donc ça peut se réguler globalement, en général, c'est plutôt entre 1 et 3 litres seconde. Et ici, on voit simplement que ce débit calibré, régulé, l'est en fait par un tuyau souple avec une crépine flottante. Donc le principe, il est tout à fait simple. Vous avez l'arrivée d'eau de pluie, comme on le voit sur cette petite vidéo. Donc tout ça se passe en temps accéléré, évidemment. Mais pendant l'épisode pluvieux, pendant ces précipitations, donc le niveau va monter dans la cuve, donc elle va faire stockage tampon et va se réguler après petit à petit, va se vider tout en douceur. Donc en fait ça sert d'amortisseur si on veut, pour ne pas que toutes les précipitations ruissellent vers les rivières, et que les rivières, vers les grosses rivières, vers les fleuves et tout, n'accentuent ce phénomène de crue. Et donc c'est ce qu'on appelle le débit régulé. Et ça permet justement d'assouplir ces épisodes plus violents. Ici, vous avez un autre modèle de cuve en fait qui est un réservoir plat qui est intéressant aussi si on ne peut pas avoir trop de différentiel de niveau en fait entre le fil d'eau d'entrée et le fil d'eau de sortie au niveau du débit de fuite, mais qui peut être intéressante aussi par exemple sur des sols rocheux. Où on a difficile à creuser trop en profondeur. Et voilà, c'est un autre modèle de cuve plate, mais ici qui a sa fonction uniquement de rétention. Donc la rétention et la récupération combinées, donc là c'est juste un réservoir en fonction mixte qui a les deux, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie réservée au stockage et une autre partie réservée à la rétention. Vous le voyez sur cette image ici, la partie utilisation donc, est toujours en partie basse, et vous voyez peut-être sur le tuyau vertical à gauche, là où il est marqué rétention, vous avez justement ce niveau, le T là sur le tuyau, c'est le niveau à peu près à mi-hauteur de la cuve, à mi-hauteur du volume d'eau. Ce sera le débit de fuite en fait pour la partie rétention, donc qui sera sur la moitié supérieure. Donc voilà, c'est une solution quand même un peu plus intelligente, je veux dire, un peu plus sensée, puisque là, on n'a pas que de la perte avec uniquement de la rétention, on a une partie quand même récupération et utilisation, et une autre partie en rétention et débit de fuite. La récupération, évidemment, c'est ce que vous connaissez le mieux, donc c'est un réservoir de stockage pour vos usages personnels, mais c'est vrai que une cuve de récupération en fait, d'eau de pluie peut aussi avoir sa fonction de rétention, puisque selon vos usages et selon le rythme des pluies chez vous, votre niveau d'eau dans votre stockage va fluctuer évidemment. Vous aurez votre cuve tantôt pleine, tantôt à moitié vide, tantôt vide. Et voilà, selon votre niveau d'eau dans la cuve, imaginons que votre eau est à mi-cuve. Mais si vous avez une pluie qui arrive ou un bon orage qui arrive à ce moment-là, mais votre moitié vide va aussi pouvoir faire office de réserve tampon, de rétention, mais là qui va être conservé, mais ça va quand même, cette partie vide va quand même pouvoir absorber une partie de ces précipitations. Donc ici par exemple, sur cette photo, on voit donc une cuve de récupération uniquement, donc avec son trop-plein évidemment en partie haute. Et ce qui est intéressant sur cette photo, c'est de voir que ce trop-plein n'est pas dirigé sur un fossé ou une rivière ou un collecteur public, mais bien sur ce qu'on appelle un tunnel d'infiltration, où là, justement, on va favoriser cette infiltration aussi directe en sous-sol, pour favoriser la recharge là aussi des nappes phréatiques. Donc c'est ce qu'il y a aussi de plus intelligent quelque part, de plus cohérent, c'est de pouvoir réinfiltrer sur place à la parcelle ces volumes de trop-plein. Et donc cette infiltration directe, évidemment, c'est ce qui favorise aussi, c'est ce qui permet d'améliorer cette gestion des eaux pluviales, cette gestion à la source. Et ces dispositifs, en fait, ont cette double fonction de favoriser la meilleure gestion des crues,
mais en même temps de favoriser justement la recharge des nappes en sous-sol et de réinfiltrer directement en sous-sol de manière beaucoup plus efficace. Donc différents dispositifs sont possibles pour ça. Donc on voit ici maintenant donc, ce même tunnel d'infiltration qu'on a vu juste avant, ce tunnel de dispersion et d'infiltration en sous-sol direct. Là, ce sont des tunnels, des éléments de tunnels qui sont assemblés, mais dans un cas où on n'a pas de récupération proprement parlé de l'eau de pluie, c'est juste une évacuation là, de toute surface imperméabilisée extérieure, ou même les surfaces de toiture, qui vont être dispersées directement en sous-sol pour favoriser cette infiltration et cette recharge de sous-sol. Une autre possibilité d'infiltration directe, ce sont les noues d'infiltration. Donc les noues, en fait, ce sont des fossés, si on veut, mais des fossés qui peuvent être aménagés de différentes manières. Ici, en fait, vous l'avez un bon exemple sur cette photo. Donc ça n'est pas vraiment un fossé. Les noues, en fait, sont beaucoup plus larges qu'un simple fossé et ne sont pas très profondes, mais on joue beaucoup plus sur la largeur, en fait, pour avoir une plus grande surface d'imprégnation et d'infiltration directement dans le sol. Donc souvent ces noues sont végétalisées, elles peuvent être aussi même compartimentées, j'ai envie de dire, avec là vous voyez en fait qu'il y a un petit talus qui interrompt, ce sont plusieurs noues en fait successives l'une derrière l'autre, mais ça peut être aussi des petites cloisons maçonnées, je vais dire, qui vont faire un effet de cascade là, d'une partie de noue à une autre partie de noue. Mais là c'est vrai que on ne joue pas, je trouve qu'on ne joue pas suffisamment dans les aménagements urbains, dans les lotissements et tout, sur ces noues d'infiltration qui sont quand même relativement efficaces. Voilà un autre exemple de noues d'infiltration aussi pour montrer que ça peut être aussi un élément paysager et qu'en fait ça ne nuit pas du tout justement à l'aspect esthétique. Ici, vous voyez, c'est une noue, un grand fossé en fait, qui est végétalisé par quelques arbres et une belle haie tout en longueur, fermant aussi un parking, et qui fait séparation justement entre les chemins et les bâtiments et les parkings. Donc voilà, c'est un bel exemple aussi d'intégration, je veux dire, qui a toute sa fonction justement au niveau de cette infiltration et au niveau de cette absorption pour éviter les crues trop importantes. Donc voilà, quoi qu'il en soit, donc, il faut toujours essayer, même vous dans vos aménagements, si vous avez un projet de construction, même vous dans vos aménagements naturels, je veux dire, de votre terrain, vous pouvez vous-même réaliser ce type de noue ou ce type de dispositif d'infiltration aussi directement, puisque donc, on évite justement d'avoir une collecte et un transport ailleurs, vers l'extérieur. Il y a beaucoup moins de risques de pollution parce que dès qu'on infiltre sur place aussi, on n'a pas ce cheminement non plus qui peut engendrer ces risques de pollution. Par contre, ce que je critique un peu, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que ce soit au niveau de l'État national ou au niveau des départements, des régions ou même des municipalités, c'est qu'on ne sensibilise pas plus justement les candidats bâtisseurs à ces phénomènes et qu'on n'incite pas plus, en tout cas, les particuliers à investir sur ce genre de produits ou de systèmes. Mais il y a de plus en plus, comme je le disais maintenant, de collectivités qui l'imposent aux particuliers. Mais il faut quand même aussi garder à l'esprit que cette gestion des crues et des inondations, c'est quand même avant tout une gestion publique. C'est quand même du ressort de la responsabilité publique. Et maintenant, on décharge de plus en plus cette responsabilité et ce devoir, je veux dire, sur le dos des particuliers, sans aucune compensation non plus financière pour l'investissement qui en est fait. Et c'est là que je trouve ça un peu dommage. C'est pas très logique, à mon sens, non plus, qu'on mette cette imposition, cette obligation sur le dos des particuliers, mais en même temps, l'investissement financier que ça représente, le remettre aussi entièrement sur le dos du particulier. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant, plus logique, parce que je pense que ce serait plus porteur aussi, si vous avez un projet de construction et que vous n'avez pas forcément une obligation de mettre un dispositif de rétention ou d'infiltration, je ne pense pas que vous allez investir plus justement pour aller dans ce sens. Vous allez vous contenter de ce que vous avez besoin et vous n'irez pas forcément beaucoup plus loin. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de favoriser justement des conceptions un peu plus avancées, un peu plus intelligentes somme toute, d'avoir par exemple
votre partie de stockage pour votre utilisation personnelle qui serait sous votre investissement privé, et que l'État intervienne aussi, que ce soit au niveau des départements ou des régions, au niveau d'une subvention publique par exemple, pour avoir soit un complément à votre stockage, pour un complément de rétention en fait, pour avoir une cuve complémentaire qui puisse servir de tampon par une rétention directe. Et si éventuellement vous aviez vraiment une bonne nature de sol chez vous, ben alors éventuellement ce sera encore plus intéressant, au lieu d'avoir une cuve complémentaire de rétention et d'exporter quelque part le rejet, c'est d'avoir un rejet en infiltration directe sous votre parcelle en fait. Donc qu'on puisse vous accorder, nous accorder en tant que particulier, une subvention publique pour compléter ce dispositif, pour avoir cette partie stockage privé et cette partie d'infiltration directe qui participe aussi là à cette gestion publique de l'eau et des crues et des flux. Donc voilà ce qui me semblerait quand même le plus opportun. Donc c'est pour ça que je disais au début, c'est un sujet à débattre, qu'il faudrait peut-être débattre aussi au sein des régions et au sein de l'État et du ministère de l'écologie. C'est un peu dommage aussi, je regrette un peu qu'il y ait eu ce crédit d'impôt pour les récupérations d'eau de pluie il y a quelques années, là en 2008, qui n'a pas duré longtemps, qui a duré 4 ans, mais... Voilà, les crédits d'impôt, c'est bien beau, mais quand ils ne sont pas forcément bien étudiés, bien destinés non plus sur des usages les plus intéressants, bon, ben c'est un peu du vent, quoi. C'est un peu une pierre dans l'eau, et c'est pas forcément tout ce qu'il y a de plus opportun ou de plus profitable pour tout le monde. Donc voilà ce petit sujet de débat que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. Donc encore une fois, je vous remercie de votre attention et on se retrouve sur d'autres vidéos sur les prochains sujets que j'espère qu'ils vous intéresseront tout autant. Merci et ciao, bye bye.